Alors, analysons maintenant les propriétés du marché du travail. Quand les individus sont libres de négocier le salaire qu'ils souhaitent entre les entreprises, bien sûr, et les ménages, et puis les quantités de travail qu'ils souhaitent offrir, le marché, par négociation libre et non contrainte, c'est-à-dire le marché, ce qu'on appelle le marché parfait, permet d'arriver à une situation d'équilibre dans laquelle un salaire réel est fixé à des quantités ici d'équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au salaire W sur P, donc tous les ménages disposés à travailler, donc tous les ménages qui sont disposés à travailler au salaire W sur P étoile le peuvent. Et toutes les entreprises qui sont prêtes à embaucher des salariés au niveau W sur P étoile, à ce niveau de salaire-là, embauchent les salariés. Ça veut dire qu'il n'existe pas, c'est le truc matheux pour dire il n'existe pas de chômage. Alors, certains, vous entendrez parler ou vous lirez qu'il peut exister du chômage volontaire. Qu'est-ce que ça voudrait dire le chômage volontaire? Ça veut dire que effectivement, les individus là, dans cette économie, à ce niveau de salaire-là, ils décident de ne pas travailler ça. Mettons L1 ici, vous voyez ces quantités-là, ici là, tous ces heures travaillées là ne sont pas travaillées parce que les individus ont choisi de ne pas travailler autant, ils veulent travailler ça. Et donc on pourrait qualifier par exemple ça de chômage volontaire. Mais la notion de chômage volontaire, elle n'a pas trop d'intérêt. Personne ne parle de chômage volontaire, tout le monde parle de chômage involontaire. C'est-à-dire le vrai problème posé par le chômage, c'est une situation dans laquelle on aurait un certain niveau de salaire, des individus qui seraient prêts à travailler à ce niveau de salaire, mais qui ne pourraient pas travailler à ce niveau de salaire. Donc on aurait ce qu'on appelle du chômage involontaire. Le chômage, fondamentalement, c'est un chômage involontaire. Donc moi je préfère parler de chômage et pas de chômage involontaire, c'est la même chose. Et surtout, je préfère ne pas parler du tout de cette idée de chômage volontaire qui est un peu absurde. Alors, évidemment, là, on a analysé le marché du travail et la conclusion de notre analyse, c'est de dire quand le marché du travail fonctionne, c'est-à-dire quand les individus sont libres d'offrir et de demander du travail au niveau de salaire qu'ils veulent, eh bien, il n'y a pas de problème, on n'a pas de problème de chômage. Or, évidemment, c'est assez contraire à l'observation étant donné qu'on voit bien que même dans des économies, si on prend les États-Unis par exemple, même dans des économies où le marché du travail est très flexible, c'est-à-dire très peu réglementé et dans lequel il n'y a pas tellement de contraintes sur le salaire, on a quand même du chômage. On a quand même du chômage structurel. On n'est pas en train de parler du chômage conjoncturel là. On a quand même du chômage structurel. Donc comment est-ce qu'on fait pour réconcilier cette idée-là? Eh bien, en fait, il existe du chômage structurel à partir du moment où ce marché du travail dont on parle ne s'ajuste pas. C'est-à-dire, il existe du chômage structurel quand, effectivement, à un moment donné, le salaire qui se fixe sur ce marché-là n'est pas et ne peut pas tendre vers ce salaire d'équilibre W sur P étoile, ici, à la rencontre entre l'offre et la demande. Donc, le chômage structurel provient d'un déséquilibre du marché du travail. Et ça provient d'où ce déséquilibre? Ça provient d'un salaire réel, d'un W sur P, d'un salaire réel, qui va se fixer au-dessus du niveau de salaire réel d'équilibre. Il va y avoir un certain nombre d'explications, un certain nombre de mécanismes qui empêchent le salaire réel d'atteindre ce point et qui empêchent d'égaliser les quantités offertes et les quantités demandées, situation pour laquelle il n'y a pas de chômage. S'il y a du chômage, c'est que le salaire, pour une raison ou une autre, le salaire réel n'arrive pas à tomber si bas, d'une certaine manière, et se fixe à un niveau plus élevé. Si le salaire W sur P se fixe à un niveau plus élevé que W sur P étoile, que le salaire d'équilibre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, simplement, on va en prendre un, regardez, on va prendre un salaire qui est supérieur, vous voyez, il est au-dessus, donc il est supérieur au salaire d'équilibre, W sur P étoile. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il suffit de regarder, donc à ce salaire-là, les quantités demandées par les entreprises, étant donné que le salaire est élevé, le coût du travail est élevé et les entreprises sont prêtes à embaucher à ce salaire-là uniquement des travailleurs qui sont très productifs à cause du calcul à la marge et à cause de la maximisation du profit. Des employés très productifs, il y en a moins qu'à des niveaux de salaire plus bas et donc les entreprises sont prêtes à demander LD, cette quantité-là. Sauf que les ménages, eux, étant donné que le salaire réel est très élevé, plus élevé que le salaire d'équilibre, eux, ils sont très incités à proposer beaucoup de travail. Et donc, si on continue de croiser la ligne du salaire réel avec l'offre, pour regarder les quantités offertes, vous voyez, les ménages sont prêts à offrir ces quantités-là. Donc, au salaire W sur P, les ménages, eux, ils sont prêts à offrir tout ça. Évidemment, il y a donc un déséquilibre entre les quantités offertes et les quantités demandées, puisque ici, vous voyez que toute cette partie-là, c'est le surplus d'offres, le surplus de quantités offertes, par rapport aux quantités demandées par les entreprises. Donc toute cette partie-là,
mesure le chômage. Donc voilà pour l'explication analytique. Le chômage, il vient de là. Il vient de l'impossibilité du salaire réel à descendre à un niveau qui permettrait d'égaliser les offres et les demandes. Il existe du chômage, tout le monde ne peut pas travailler. D'où viennent les explications possibles à ce manque, ce problème d'ajustement du marché du travail qui créerait donc du chômage structurel. Donc il y a plusieurs explications qui permettent de montrer que le marché du travail ne s'ajuste pas, le salaire réel ne descend pas au niveau du salaire d'équilibre. Première explication qui est la plus évidente, le salaire minimum. Le SMIC en France, pas minimum, ça n'existe pas, le salaire minimum. En France, c'est le SMIC, par exemple, qui fixe donc un salaire minimum en dessous duquel vous ne pouvez pas descendre. Donc très simplement, vous avez donc votre demande de travail, votre offre de travail. Ici, vous avez le salaire d'équilibre qui permettrait de n'avoir pas de chômage. Ici, les quantités embauchées. Et évidemment, si vous avez un salaire minimum, un SMIC, ici, qui vous fixe un salaire réel, vous voyez. Et donc, dans ce cas-là, on a ces quantités demandées et ces quantités offertes. Et donc, on a tous ces individus qui sont prêts à travailler au niveau du SMIC et qui ne vont pas trouver parce que les entreprises, elles, ne veulent embaucher que ces quantités-là. Donc ça, c'est la première explication. C'est une explication qui ne fonctionne pas pour tous les types de travail. Alors, c'est une explication macroéconomique, c'est une des origines du chômage structurel, mais c'est une explication qui, en fait, se focalise sur un type d'emploi particulier qui sont les emplois faiblement qualifiés, puisque les emplois faiblement qualifiés ont une productivité marginale faible, et comme l'entreprise maximise son profit en égalisant productivité marginale égale salaire réel, en choisissant les quantités embauchées, de sorte à ce que la productivité marginale soit égale au salaire réel. Si votre productivité marginale est faible, ça veut dire que le raisonnement à la marge et l'optimisation des entreprises impliquent qu'on va choisir des quantités qui doivent égaliser la productivité marginale faible avec un salaire réel faible. Et donc si le SMIC fixe un plancher en dessous duquel on ne peut pas descendre, eh bien les entreprises vont embaucher peu d'individus, pas forcément tous les individus qui se proposent à ce niveau de salaire parce que elles raisonnent de manière rationnelle et donc veulent égaliser la productivité marginale, c'est-à-dire la productivité de la dernière heure embauchée, à ce salaire qui est contraint par le SMIC. Et donc l'explication du salaire minimum, elle est valable uniquement en fait pour les emplois qui sont très peu qualifiés. Alors, on a une autre explication qui, elle, concerne les emplois qualifiés. Cette explication-là, c'est ce qu'on appelle le salaire d'efficience. Et en gros, l'explication, c'est celle-ci. Les entreprises ont des salariés qualifiés. Et ces salariés qualifiés apportent beaucoup à l'entreprise. Et l'entreprise n'a pas forcément envie de les voir partir à la concurrence. Les entreprises n'ont pas vraiment intérêt à ce que le marché du travail soit parfaitement flexible, parce que sinon, ça veut dire que les employés qu'elles ont formés et les employés qui sont très qualifiés et qui contribuent beaucoup à l'entreprise peuvent partir à tout moment. Donc, elles ont intérêt à retenir leurs employés. Comment elles font pour retenir leurs employés? Eh bien, elles proposent un salaire qui donnera un salaire réel supérieur au salaire de marché. Si vous proposez un salaire réel supérieur au salaire de marché à votre employé, l'employé n'a aucun intérêt à s'en aller. L'employé n'a aucun intérêt à s'en aller parce qu'en moyenne sur le marché, il trouvera ce salaire-là alors que vous l'embauchez à ce salaire-là. De même, un salaire d'efficience, ça vous permet de contrôler indirectement ce que font vos employés quand vous ne pouvez pas contrôler directement ce qu'ils font. Par exemple, imaginez que les employés sont dans une situation ou dans un type de métier où ils ne sont pas supervisés tout le temps, ils peuvent avoir intérêt à tricher, c'est-à-dire ils peuvent avoir intérêt à ne rien faire. Comme ils ne sont pas soumis à la supervision directe de leurs employeurs, eh bien, ça ne se voit pas s'ils font rien. Ça se verra peut-être dans les chiffres de la rentabilité de l'entreprise, mais ça se verra pas. C'est-à-dire qu'on aura du mal à voir que c'est cet employé-là qui n'a rien fait. Donc, pour désinciter les employés à ne rien faire, dans ce genre de situation un peu d'asymétrie d'information, eh bien, on paye les individus plus cher. On les paye plus cher que le salaire de marché. Comme ça, les individus, s'ils se font attraper, ils ne se font pas attraper tout le temps, mais s'ils se font attraper en train de rien faire, ils se feront licencier. Et s'ils se font licencier, eh bien, ça va être coûteux pour eux puisqu'ils retrouveront un boulot, mais ils retrouveront un boulot au salaire de marché et non plus au salaire qui leur était proposé et qui était supérieur. Donc, le salaire d'efficience permet d'expliquer pourquoi le salaire réel est supérieur au salaire de marché. Autre type d'explication, l'existence de syndicats. Une approche des syndicats est de dire que les syndicats cherchent à défendre les employés en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils défendent leur salaire réel des employés en place, qui ont déjà un contrat. C'est-à-dire que les syndicats ne représentent pas
tous les employés, tous les individus de France, c'est-à-dire ou d'un pays, tous les travailleurs potentiels de France, ils représentent ceux qui sont déjà en place et ils défendent leur salaire. Donc les syndicats défendent les salaires des individus qui sont en place et donc défendent les salaires en essayant de faire en sorte que le salaire soit supérieur au salaire de marché. De fait, le fait que ce salaire soit supérieur au salaire de marché fait que, si vous prenez la demande et l'offre, donc les syndicats défendent les employés en place en défendant un salaire supérieur, vous voyez, au salaire de marché, étoile. Et donc de fait, en protégeant les employés déjà en place, avec un salaire supérieur au salaire de marché, eh bien, il y a moins d'individus qui sont embauchés que d'individus qui pourraient être embauchés si les salaires pouvaient descendre plus bas. Si les salaires pouvaient descendre plus bas, les entreprises pourraient embaucher plus. Sauf qu'elles ne peuvent pas puisque les syndicats défendent les employés qui sont déjà en place. Ça nous donne une transition vers une analyse du marché qui s'appelle le modèle Insider-Outsider et qui explique en fait, qui généralise ce genre d'explication en expliquant que vous avez un marché du travail qui est comme ça et vous avez deux cercles en fait. Vous avez ici, on va dire, les insiders. Alors eux, par exemple en France, ce sont eux qui ont un emploi et en particulier un CDI aux conditions très protectrices, défendus par des syndicats, ils sont plus difficiles à licencier. Et donc ces insiders-là construisent des barrières pour protéger leur emploi et pour éviter que ici, là, ce cercle-là, c'est-à-dire ce sont les outsiders ici. Les outsiders, c'est qui ? Ce sont par exemple les chômeurs ou les CDD, c'est-à-dire ceux qui sont en situation plus précaire. Eux voudraient intégrer les insiders, c'est-à-dire ils voudraient avoir un CDI et une protection du travail plus forte, mais ils ont du mal parce que les insiders sont en place et en étant en place arrivent à protéger leurs emplois et à négocier des conditions de sorte à ce que le salaire qui est le salaire réel des insiders soit supérieur au salaire d'équilibre. Et ce faisant, en protégeant leurs emplois, ça s'analyse comme si leur salaire était supérieur au salaire d'équilibre et on revient à cette explication, c'est-à-dire que il y a moins d'individus embauchés que on pourrait embaucher et il y a évidemment ce qu'on appelle un marché dual, c'est-à-dire une opposition, une segmentation entre une partie des salariés qui est très protégée et qui bénéficie de contrats très avantageux ou plus avantageux et une partie de précaires qui circulent, qui gravitent autour des contrats plus favorables type CDI mais qui ont énormément de mal à rentrer dans justement ce cercle des insiders. Alors il existe également d'autres explications qui, plus généralement, donc n'expliquent pas forcément que le salaire réel est supérieur au salaire d'équilibre, mais qui expliquent quand même qu'il existe un chômage structurel. On a le problème de l'appariement. L'appariement, c'est quoi ? C'est l'association. C'est-à-dire que vous avez des marchés pour lesquels vous avez une offre de travail, mais pas de demande, ou une demande qui est ici. Par exemple, vous avez beaucoup d'individus, par exemple, je sais pas, imaginez... vous avez beaucoup d'individus qui offrent leurs services, je sais pas moi, en plomberie, mais il n'y a pas de demande pour la plomberie. Et donc, vous avez des individus qui se sont qualifiés, qui ont une formation, mais qui ne rencontrent aucune demande de la part des entreprises. Et donc, ou alors vous avez le contraire, c'est-à-dire des entreprises, par exemple, du bâtiment, qui ont besoin d'employés en bâtiment. Donc, on a une demande d'ouvriers du bâtiment, mais par contre, il n'y a pas d'offre. Ou peut-être l'offre, elle est là. Ou peut-être qu'il n'y en a pas. Et donc du coup, on ne peut pas embaucher, les entreprises n'arrivent pas à embaucher, et donc vous avez de l'autre côté des individus qui sont qualifiés dans d'autres types d'emplois et qui ne trouvent pas preneurs. Donc le problème de l'appariement, c'est un autre problème structurel du marché du travail. Et vous avez enfin la dernière explication, qui est une explication plus simple, qui est ce qu'on appelle le chômage frictionnel. Oh là, qu'est-ce que j'écris ? Le chômage frictionnel, et qui en fait, c'est simplement qui vous dit que on peut difficilement tendre vers un chômage zéro parce que il y a des décalages dans le temps, dans l'ajustement. Entre le moment où vous allez quitter votre emploi et le moment où vous allez en retrouver un autre, il peut se passer du temps, c'est la friction. Et donc, il existe un chômage frictionnel qui fait qu'il y a toujours un niveau de chômage structurel. Même quand les salaires tendent vers même quand les salaires tendent vers les salaires d'équilibre, il y a toujours une friction, c'est-à-dire le temps pour lequel les individus vont retrouver un travail, pendant ce temps-là, il y a un temps minimum qui fait qu'il y a un certain niveau de chômage.